je vous dis Héloïse Letissier, vous me dites c'est qui celle-là? Est-ce que c'est elle qui faisait de la voile? Eh bien non, pas du tout. C'est le vrai nom de Christine and the Queens, la nouvelle star de l'électropop, la Michael Jackson au féminin et surtout une fille bien de chez nous. Elle est de Saint-Sébastien-sur-Loire et nous l'avions rencontrée en septembre dernier. C'était au commencement de sa tournée à Stéréolux, tout ça bien avant les victoires de la musique. Rappelez-vous. Hello everybody and welcome on the 6 o'clock of Télé Nantes. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 18h de Télé Nantes. Merci d'être avec nous pour encore une fois plein de surprises dans cette émission, plein d'actualités de votre département et puis avec d'abord un rendez-vous assez exceptionnel. On va vous gâter. On vous propose de rencontrer la chanteuse nantaise, enfin sébastianaise exactement, Christine and the Queens. Alors si vous la connaissez, vous allez être content et si vous ne la connaissez pas encore, sachez qu'elle gagne à être connue. Elle était hier soir sur la scène de Stéréolux et nous aussi dans le cadre du festival Scopitone et on vous en a ramené une interview et un petit live. Ce sera Noël avant l'heure ce soir sur notre plateau. Et puis dans le reste de cette heure d'actualité, on parlera du Carré Fédo. Ce n'est pas du théâtre, c'est un espace commercial qui se trouve en face de la place du Bouffet et pour le moment, il peine à se remplir et c'est ce dont nous parlerons avec Jean Annex dans le 18h Info. À 18h40 dans le 18h Politique, Jean-Michel Naga reçoit Jean-Yves Anton et il sera question de l'emploi des seniors car il est délégué de l'association Aspro. Et puis aussi, avec nos invités ce soir, on vous parlera de la toute nouvelle maison du lac de Grandlieu qui a été ouverte le week-end dernier. Alors voilà, on mélange tout ça et ça donne le 18h de Télé Nantes d'aujourd'hui. C'est parti, ça commence now. Rendez-vous exceptionnel tout de suite maintenant avec Christine and the Queens. C'est le phénomène électropop de l'été, voire même de l'année 2014. Son premier album Chaleur humaine est sorti en juin 2014. Depuis, elle a écumé les festivals, les plateaux télé. Alors à la base, elle est de Saint-Sébastien-sur-Loire et elle a débuté sa tournée pour son nouvel album à Nantes. C'était hier soir dans le cadre du festival Scopitone sur la scène de Stéréolux. La salle était comble. Vous étiez 1300... Mais c'est pas possible. 1300 à l'applaudir. Cette reine Christine, reine de Suède, qui, quand le public se rue, déchaîne les passions. Benoît Balti l'a rencontrée quelques heures avant son concert pour une interview très spéciale. Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Bonjour Christine and the Queens. Bonjour. Quand on parle de vous, Christine and the Queens, c'est la série des superlatifs. On est sur reine de la scène, phénomène pop. Comment on le vit tout ça? En fait, très honnêtement, de l'intérieur, on le vit ni bien ni mal. C'est pas que je suis pas réceptive à ça, mais c'est que je reste vraiment dans mon travail et dans les exigences que je peux avoir moi-même. Parfois, on me pose la question, mais est-ce que trop de compliments, ça ne te fait pas prendre la grosse tête? Et très sincèrement, je ne pense pas, parce que je suis moi-même tout le temps assez angoissée de décevoir les gens et de me décevoir moi. En fait, tout est très mystérieux depuis le début de ce projet. Mais je crois que c'est ça qui est assez joli aussi, c'est parce que toute ma vie, j'ai eu tendance à beaucoup prévoir les choses et planifier les choses et à souhaiter des choses. Mais je ne m'étais jamais souhaité d'être une chanteuse qui puisse tourner parce que j'y avais pas pensé une seule seconde. Et très sincèrement. Et quand je me suis mis à chanter et à écrire des chansons, ça a été la chose la moins réfléchie de toute ma vie. C'est-à-dire que ça a été vraiment quelque chose dont j'ai eu besoin à un moment et je ne saurais pas vous dire pourquoi. Vous êtes né à Saint-Sébastien, dans la banlieue nantaise. Oui. Pour lancer votre album, vous aviez choisi Nantes. Pour cette première date de tournée, c'est Nantes aussi. On revient aux sources pour les dates importantes. Ouais, je pense pas que ce soit une coïncidence. Je pense que ça fait énormément de bien et symboliquement, c'est toujours assez important et même assez émouvant de revenir
la ville natale. La région nantaise, vous l'avez quittée jeune, vous êtes passé par Paris, Lyon, Londres, où le projet Christine and the Queens est né. Aujourd'hui, Nantes, ça représente quoi? Je vais répondre à un truc très américain, mais Nantes, ça reste la famille. C'est comme Houston avec Beyoncé, si vous voyez ce que je veux dire. C'est la ville natale, c'est la ville où mes parents sont restés, c'est la ville qui est liée à mon enfance, mon adolescence aussi. Donc forcément, c'est pas forcément en termes d'artistique que je me relie à cette ville, c'est en termes vraiment affectifs, quoi. Du coup, c'est pour ça que c'est assez émouvant aussi d'y revenir avec un album, un travail, un projet artistique. Parce que souvent, on est confronté à des gens qui nous ont connus jeunes et avec d'autres peut-être aspirations, quoi. Donc ils nous redécouvrent chanteuses. Est-ce qu'aujourd'hui, à Nantes, dans votre famille, vos proches, on vous regarde différemment? On ne parle plus. Non, je rigole. Ma famille m'a abandonnée. Non, alors en fait, franchement, toute ma famille était un peu au courant que j'allais faire de la scène ou que je voulais en faire. Par contre, je pense que personne pensait que ce serait par la musique que ça arriverait, parce que j'étais vraiment très intéressée par le théâtre. Mais ça, par contre, j'ai toujours voulu faire de la scène et du théâtre. Et du coup, mes parents, par exemple, ou les gens qui me connaissent bien, ne sont pas vraiment surpris que je finisse par être sur scène, mais ils sont plutôt surpris de par quoi j'y suis arrivée. Pour que l'orage s'annonce, pour que l'orage s'annonce, oui, insolent, l'orage s'annonce, pour que l'orage s'annonce. Vos débuts, c'était plus intimiste. Vous étiez là avec votre ordinateur. Aujourd'hui, vous arrivez sur scène avec un véritable show. Comment on passe de l'un à l'autre? J'allais dire assez naturellement, parce que c'est pas du tout... pour moi, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment changé de cap. J'ai plutôt l'impression d'avoir pu, au fur et à mesure que j'avais plus de moyens, faire ce que je voulais vraiment faire depuis le début. Même si ça m'a beaucoup plu d'être toute seule avec un ordinateur, parce que je trouve qu'il y avait un rapport très démesuré par rapport au public qui est en face et qui se regarde et qui dit mais qui c'est que ça, mais Christine and the Queens, mais où sont les Queens? Et parfois les gens étaient très sceptiques et ça me plaisait beaucoup de jouer sur cette attente un peu déçue aussi et de jouer sur le dialogue, mais j'ai toujours eu en tête des shows à l'américaine. Je m'inspire de metteurs en scène par exemple, modestement, hein, parce que je suis pas au niveau de Bob Wilson par exemple, mais ça m'inspire, j'ai des images visuelles qui me plaisent plus quand je vais voir des pièces de théâtre. Et je pense aussi que c'est peut-être le rapport très charnel. Chaque chanteur est très charnel, mais moi c'est vrai que je peux juste pas m'empêcher de bouger. D'ailleurs, malheureusement, à mon grand désespoir, les photos de concert le montrent, mais genre, même j'ai des expressions, j'ai des mimiques aussi. Voilà. Je suis très investie, disons-nous, physiquement, ce qui ne donne pas toujours des très bons profils. C'est pas grave, en même temps, c'est du live, hein. C'est l'authenticité. Mais mon prénom de quand je suis née une deuxième fois, c'est Christine. On s'en fout, enchaîne, girl. Ok. J'ai quelques petits problèmes de narcissisme que je règle sur scène. Chacun ses névroses, baby. Parce que putain, c'est un festival de musique électronique. Vous vous retrouvez vraiment dans ce registre-là? C'est un registre qui me parle en tout cas. C'est vrai que je sais pas si maintenant... Je pense que j'ai une connexion quand même assez forte avec la musique électronique parce que j'ai commencé en étant que en composition électronique. Je continue à vraiment écouter de la musique électronique, même si maintenant je mélange avec un peu d'instruments acoustiques et que je fais quand même de la pop musique, donc je suis plus aussi pointue, je pense, que certains groupes qui sont programmés. Je continue d'être très impressionnée par des producteurs de musique électronique et j'en écoute pas mal. Et il y en a un comme Nicolas Jarre, par exemple. Bon, il n'est pas programmé là au Scapitone, mais c'est des références qui me nourrissent, moi, en termes d'idées de production. Ouais. Christine and the Queens, c'est un personnage. Vous avez même dit que c'était un peu le prolongement de vous-même. Comment est-ce qu'il va évoluer, ce personnage? Ce qui est intéressant avec un premier album qu'on va défendre en interview et même face au public, c'est que ça nous donne des idées un peu machiavéliques pour la suite. C'est qu'on voit ce qui résonne chez les gens. Et moi, Christine est un personnage qui va s'adapter aussi
aux gens qu'elle rencontre. Ça m'intéresserait de travailler avec Christine comme une rockstar masculine, c'est-à-dire avec les codes que ça implique, parce qu'on est d'accord que c'est que des codes tout ça. C'est-à-dire que tout le monde pourrait être une rockstar masculine sans être un homme, vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui m'intéresserait, c'est de la travailler vraiment comme un mec, quoi. Et de faire un deuxième album où vraiment Christine est un personnage qui désire d'autres femmes, d'autres hommes, et d'être un espèce de personnage très actif comme ça, qui n'est pas forcément à s'occuper de son apparence, ni de se présenter forcément en jeune fille, ou l'emmener vers quelque chose qui brouille un peu plus les codes. Alors derrière Christine, il y a Héloïse, c'est votre vrai prénom. Et dans tout ça, Héloïse, elle s'y retrouve? Oh oui. En fait, Héloïse, moi-même, c'est-à-dire, ça m'intéresse pas trop de vivre ma vie. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est de rêver et de m'échapper de moi-même et de me retransformer, et de me recréer. Donc, je pense qu'on est pile dans le sujet. Voilà, et on finit sur un extrait du live. Alors tout ça, c'est un peu frustrant, ces petites briefs de musique. Vous vous dites, j'ai envie de voir une chanson en entier. Eh bien, on vous écoute, on vous régale. Un cadeau, vous allez voir le live en entier du titre Saint-Claude. C'est le tube de Christine and the Queens. Et c'était hier à Skopjeton. J'étais dans un bus. On a ri très fort d'un jeune homme. Ça m'a fait de la peine. Je suis descendue du bus. Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Maquillée comme à la crête, tout détonné, tout me plaît, les mains sont vides, mains sont vides. Sur de tes poignets et tatoués, défigurés par ta manche, le lion ne sauve qu'à moitié. Un mais solitude immense, ton visage ne sera jamais sentier. Comme tu regardes au dehors, ton portrait dévoré, tout leur destin bord à bord. Laisse-moi rester laisse-moi rester
Merci à vous, Christine and the Queens. Voilà, c'était le concert événement hier soir à Stéréolux. Et si vous voulez revoir ce live et puis aussi l'autre titre, Christine, c'est sur le site de Télé Nantes et sur notre page Facebook. Il y a aussi l'interview en intégralité. Et tout de suite, on part direction le lac de Grandlieu. Direction le lac de Grandlieu et plus précisément la Maison du Lac. Alors ça ressemble à un roman policier, hein, la Maison du Lac, un thriller presque, mais c'est bien le dernier équipement du Conseil général de Loire-Atlantique qui se trouve au bord du lac de Grandlieu sur la commune de Boye. Et on en parle avec nos deux invités, le directeur de la Maison du Lac, Olivier Hubert, et aussi Claude No, le vice-président du Conseil général en charge des ressources et des milieux naturels. On a tout bon sur les CV? Tout bon. Bonsoir, merci d'être avec nous pour parler. C'est vrai que c'est quand même un événement, cette ouverture de la Maison du Lac, puisqu'il faut le redire, le lac de Grandlieu, hein, les promeneurs le savent, les voisins aussi, il était assez peu accessible. Et là, c'est la petite révolution. On va pouvoir enfin le découvrir, ce lac de Grandlieu, l'approcher un petit peu. Quelle est la vocation de cette Maison du Lac, pour vous en tant que directeur? À quoi elle sert? Alors, la Maison du Lac, c'est un centre d'éducation à l'environnement, c'est un centre de valorisation et de connaissances sur les zones humides et qui prend exemple du lac de Grandlieu. Le département de Loire-Atlantique, c'est le deuxième département en termes de zones humides en France. Donc et en termes aussi de réserve ornithologique, hein, il me semble. Voilà, c'est la deuxième réserve ornithologique de France après la Camargue. Et pourtant, on ne pouvait pas le voir en tant que Ligérien, puisque justement, étant une zone protégée, les passants n'étaient pas forcément les bienvenus. Mais vous aviez quand même envie qu'on puisse le voir, ce lac, et mieux le connaître. C'était ça l'idée? Oui, mais c'est parce qu'il est difficile d'accès, quasiment invisible, caché derrière sa ceinture végétale, qu'il donne envie d'être aperçu. Et jusqu'à maintenant, et depuis de très longues années, pour ne pas dire des siècles, le lac de Grandlieu était inaccessible. Hormis pour les pêcheurs, évidemment. Hormis les professionnels, bien sûr. Et ce que nous avons voulu avec l'État, avec le conservateur du littoral, bien sûr, avec la région, eh bien, c'est donner la possibilité à nos concitoyens d'accéder à ce joyau de la nature qu'est le lac de Grandlieu. Tout le monde en convient aujourd'hui. C'est une perle, c'est quelque chose d'extrêmement, de merveilleux, d'extrêmement rare, aux portes d'une grande ville comme Nantes. Oui, c'est ça, on est tout près de Nantes. Et puis vous le disiez, donc un des plus grands lacs de plaine, lac naturel de plaine de France, le plus grand. Hein. Le plus grand lac d'eau douce de plaine de France. En hiver. En hiver, quand les eaux sont au maximum. Voilà. Alors évidemment, comme vous l'avez dit, c'est difficile d'accès, ce lac de Grandlieu, mais pourtant il existait déjà une petite maison sur laquelle tout est parti. Enfin, l'idée de la Maison du Lac est partie de là aussi, de la maison Garlin, c'est ça, hein? Oui. C'est une maison qui a été construite en 1958 par le parfumeur Jean-Pierre Guerlain, qui en avait fait un relais de chasse. Il y invitait des invités illustres, des chasseurs français, mais aussi de tout pays. Et il a voulu, donc, à la fin des années 50, installer ici un pavillon de chasse, un relais de chasse, sur le lac de Grandlieu. Il faut dire que s'il devait le construire aujourd'hui, il ne serait pas autorisé. Il a pu le faire à l'époque. Oui. Et en fait, ce petit bijou architectural, eh bien, nous l'avons... il a été acheté par l'État d'abord, et puis le Conseil général, avec l'argent que les contribuables donnent grâce à la taxe sur les espaces naturels, eh bien, a pu être rénové pour le redonner aux gens. Et ça, c'est ce qui nous semblait le plus important. Comment retour au collectif. Voilà, l'argent public doit retourner aux gens. Et ça, c'est important. Donc il y a la Maison Garlin qui était là, qui a existé, mais puis il y a aussi donc, la Maison du Lac où on va voir une exposition sur la biodiversité. Ça, c'est sorti de terre à l'occasion de ce nouveau projet. On y retrouve quoi, en fait? Des choses explicatives? C'est plus à vocation explicative sur la biodiversité? Oui, alors donc du coup c'est une exposition sur le lac de Grandlieu avec des outils ludiques, des vidéos, des outils multimédia, des choses à toucher, voilà, beaucoup d'informations à lire sur le lac. Alors sur tout ce qui est gestion hydraulique, gestion des eaux du lac de Grandlieu, sur la partie biodiversité, mais aussi toute la partie acteurs et gestionnaires. Donc,
Donc voilà, on voit quelques images justement avec un côté aussi assez interactif. Donc il s'agit de découvrir le lac, mais il s'agit aussi de sensibiliser les visiteurs à sa préservation. Il y a un message qui est délivré aussi. Voilà, c'est un centre d'éducation à l'environnement, donc un message pour la préservation de ces milieux naturels et de ces zones humides remarquables. Alors, cette maison du lac, je le disais, elle a été inaugurée par les officiels le 13 septembre. Et puis, il y a eu déjà des premiers visiteurs le dimanche 14 septembre. Alors, nous y étions et je vous propose un petit aperçu de ce qu'est cette maison du lac. Et avec une visite et la réaction des premiers visiteurs. C'est un reportage de Jean Adex et de Nick Ressman. Moi, je me sens tout à fait privilégiée de découvrir le site aujourd'hui, parce que je connaissais bien Saint-Philbert-de-Grandlieu et puis le site de la Pierre-Aiguë. La première partie de la visite aussi sur la nature, la biodiversité est très très bien faite, c'est interactif, c'est accessible à tout le monde, c'est très attractif, très bien, oui, vraiment très bien réalisé. Et c'est pareil dans la maison, je ne pensais pas avoir accès à toutes les pièces et les mises en scène sont intéressantes. Voilà, c'est une découverte par les yeux, par le nez, enfin tous les sens sont en éveil et voilà, je trouve que c'est une réussite. On l'attendait avec impatience. C'est un site remarquable, avec une faune et une flore d'une très très grande richesse. Je dirais que je ne découvre pas grand-chose, sinon l'histoire Guerlain, quoi. Voilà. Cet homme qui a su créer, entretenir, préserver ce site. Voilà, la fameuse maison du lac. Et comme le disait ce visiteur, ça fait un moment qu'on l'attend, cette maison. On l'attendait avec impatience. Vous aussi, Claude No, ça fait longtemps que vous l'attendez. Ça fait longtemps que ce projet est dans les tuyaux. J'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes un heureux papa. Une fois que les travaux ont été faits, que voilà, cette maison est ouverte. Ah, vous savez, c'est un résultat qui a plusieurs paternités. Ne serait-ce que parce que le temps politique et le temps des réalisations ne sont pas toujours les mêmes. Donc la Maison du Lac de Grandlieu est le résultat du travail de plusieurs vice-présidents du Conseil général, Françoise Verchères, Bernard Degnaud, et puis Claude No au moment de l'ouverture. Et cela depuis 1986 ou 87. Ouais, c'est un vieux projet. Pour ce qui me concerne. Ouais. Le projet lui-même, le projet de Maison du Lac de Grandlieu, c'est depuis 2008. Ça veut dire que ça a été compliqué à mettre en œuvre? C'est toujours très long. En fait, on est sur des milieux qui sont tellement fragiles, tellement complexes, qui mobilisent tellement de convoitises et en même temps de réglementation qu'il nous faut y aller avec beaucoup de prudence et une volonté de concertation permanente. Alors c'est aussi important parce que c'est un lieu de sensibilisation sur la valeur de ce patrimoine, hein, évidemment. Et on n'y avait pas accès avant, là on y a accès, mais ça se fait quand même au compte-gouttes. On peut pas, ça ne va pas être la foule qui va débarquer à la Maison du Lac. Il faut faire attention à ça aussi, à y aller par petits groupes. Voilà, on y va par petits groupes. Alors, pour des raisons... parce qu'on est dans un établissement recevant du public, donc on a des contraintes pour recevoir beaucoup de personnes. On est en limite de réserve naturelle, donc pour préserver l'environnement, il est préférable de visiter en petits groupes. Et puis, c'est les retours qu'on a aussi de nos premiers visiteurs et qui confirment cette idée de visite en petits groupes, c'est que ça permet une visite privilégiée, une relation privilégiée aussi avec le guide qui accompagne les visiteurs. Et comme on l'a entendu dans le reportage, les premiers retours sont vraiment extrêmement positifs sur ces visites. Alors, encadré, accompagné en petits groupes de 18 personnes. Et à l'attention aussi des scolaires, hein, j'imagine, c'est un lieu qui a vocation... Alors c'est un lieu qui a vocation à recevoir des scolaires, donc on recevra tout au long de l'année des scolaires en semaine. Alors un petit mot peut-être aussi du lac en tant que tel, est-ce qu'il va bien ce lac-là, parce qu'on dit que c'est un lieu de biodiversité assez exceptionnel, est-ce qu'il a des menaces? On sait très bien qu'en ce moment c'est pas... toujours évident, en plus il est dépendant du bassin versant. Il va bien ce lac de Grandlieu? Eh bien, il va aussi bien que peuvent aller les milieux
l'exutoire, le bassin qui reçoit les eaux de ce que vous avez appelé le bassin versant plus important, 850 km², qui viennent se déverser vers le lac de Grandlieu. Et je dois dire que finalement, le lac de Grandlieu est à l'image de ce qu'est le bassin versant. Et on a vu au cours des 10 dernières années, par exemple, eh bien, la qualité de son eau s'améliorer par une prise en compte beaucoup plus importante des problématiques de l'environnement dans le traitement des espaces publics, dans les traitements agricoles. Enfin, tout le monde y a mis du sien et nous sommes en train de réussir le pari que nous nous étions donné avec les communes riveraines du lac de Grandlieu, qui elles aussi nous rejoignent dans cette promotion du lac de Grandlieu. Voilà, et qu'aujourd'hui est ouverte au public grâce à cette maison du lac qui est ouverte le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche, et puis du mardi au dimanche pendant les vacances scolaires. Il y a un site internet pour réserver justement, puisqu'on parlait de petits groupes. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis.